quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, punaise, moi j'arrive à rentrer dans la tête des gens en fait. Et je m'en suis servi. Je m'appelle Bernard Godet, j'ai 46 ans, je suis marié, je suis papa de 2 enfants. Comme profession, à la base, je suis journaliste, mais je travaille comme chargé de com dans une grosse organisation dans le non-marchand. Et accessoirement, à côté aussi, je suis accompagnateur de sobriété et je partage également mon parcours sur les réseaux sociaux. Parce qu'une des choses qui me définit, c'est que je suis alcoolique et un addict, mais abstinent depuis maintenant 7 ans. Moi, je suis né en 1978 à Bruxelles, mais très tôt, mes parents déménageaient. J'ai grandi dans la région namuroise. J'ai grandi dans un petit village, 400 personnes. C'était assez paradisiaque, on va dire, très chouette, les balades avec les copains, etc. Mais très tôt, moi, dans ma vie, je me suis pas senti à ma place, en fait. J'avais toujours l'impression d'être à côté, de pas être bien là où j'étais, je me reconnaissais pas dans les groupes que je fréquentais, etc. C'était quelque chose de très compliqué à vivre et j'avais énormément d'anxiété qui était liée à ça. En plus, à côté de ça, j'ai vécu une éducation qui était assez aimante. J'avais tout ce qu'il fallait j'étais nourri, logé, etc. Il y avait une assez bonne ambiance à la maison. Mais très tôt, et c'est moi qui l'ai vécu comme ça, j'ai subi des grosses exigences au niveau scolaire, par exemple, où il y avait énormément d'attentes de la part de mes parents d'atteindre un certain niveau d'émancipation, d'évolution en termes intellectuels, quoi. Donc en gros, comment ça se passait? Moi, si j'avais un 8 sur 10, c'était pas assez. Et à chaque bulletin, j'avais la boule au ventre en rentrant à la maison parce que je savais que j'allais me faire engueuler, en fait, quoi. À côté de ça aussi, j'ai été élevé un peu dans le combat. De nouveau, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il l'aurait vécu autrement. C'est la manière dont je recevais le message. Mon père était en conflit avec ses parents et qui habitaient le même village. Et donc, on les croisait, on ne pouvait pas leur parler. C'était en continu des discours de ressentiment, de haine envers eux. Et donc j'ai vraiment grandi aussi là-dedans, dans cette manière de voir les choses, que nous, on était les bons, eux les mauvais. Et j'ai assisté régulièrement à, ça pourrait être des joutes verbales aussi, enfin, au fur et à mesure de mon enfance et à l'adolescence. J'ai de plus en plus eu le sentiment qu'on voulait me mettre dans une boîte, en fait, parce que mon père avait une fonction dans la plus grosse entreprise de la région et c'était vraiment, il fallait qu'on se conduise bien, quoi. C'était vraiment le mot d'ordre et à chaque fois qu'on pouvait avoir, mes frères et ma sœur, un comportement qui pouvait paraître déviant pour mes parents, c'était les réprimandes, quoi. C'était rarement physique, c'était toujours verbal, mais rien n'était jamais assez bien. De nouveau, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Si j'en parle avec mes frères et ma sœur, eux l'ont pas vécu exactement de la même manière, mais ça pouvait aller jusqu'à, oui, critiquer les personnes que je fréquentais, pas être vu en leur présence, par exemple. Et évidemment, moi, comme j'avais l'impression qu'on voulait me mettre dans une boîte, j'avais envie d'en sortir. Et limite, je faisais exprès de fréquenter des gens un peu moins fréquentables aux yeux de mes parents pour les faire chier, en fait, quoi. Donc cette forme de rébellion, elle s'est aussi exprimée d'un point de vue scolaire. Moi, je suivais mon frère qui avait des très bonnes notes à l'école. J'ai 3 ans en moins que lui. Et j'avais des notes un peu moins bonnes que lui. Moi, mon fils, actuellement, il aurait les mêmes notes que j'avais à l'époque. Je serais super content.
mais c'était pas OK pour mes parents. Et donc, ça arrivait très régulièrement que je me fasse renverser mon cartable sur la tête, que le contenu de mon bureau soit foutu à terre. Et donc ça, c'est ce que j'ai subi. Mais aussi, moi, comme je voulais me rebeller à mon entourage, à mes frères, à ma sœur, à mes parents, ben, je piquais pas mal de colère, quoi, en fait, pour m'opposer à ce qui se passait. Et c'était aussi ma manière d'exprimer ma frustration par rapport à ce que je trouvais qu'on m'imposait et que je pensais qu'il était peut-être mieux ailleurs aussi. Il y avait beaucoup de frustration par rapport à ça. J'ai par exemple vécu pendant 10 ans dans une chambre avec la porte de ma garde-robe qui n'était une des deux portes qui était plus là parce que je l'avais défoncée à coups de pied, quoi. Je sais même plus pourquoi, mais de rage. Et donc j'ai vécu avec ça sous les yeux pendant 10 ans pour me rappeler. Et mes parents me le rappelaient en continu, quoi. Que j'étais limite, enfin ils ont même déjà utilisé ce terme, le caractériel, quoi. Et à l'adolescence, toujours du mal, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Et c'est là que j'ai rencontré les produits stupéfiants, en fait. Et ça a été le coup de foudre incroyable. Parce qu'en fait, c'était physique. Moi, j'avais une boule au ventre qui était là. Lors de ma première consommation d'alcool, par exemple, elle s'est envolée, cette boule, quoi. Je me suis dit, punaise, c'est génial, ce truc. Enfin, je me le suis pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Ça m'apaisait. J'ai rencontré le cannabis aussi. Mais en fait, très vite, quand les effets s'estompent, ça a plutôt l'effet inverse. J'étais beaucoup plus anxieux. Les relations à la maison étaient très compliquées. Ouais, j'ai des souvenirs, j'ai des souvenirs très marquants. J'ai enfoui pendant longtemps. Et en fait, surtout que maintenant, en tant que parent, je comprends parce qu'on fait de notre mieux. Moi, je suis pas le meilleur papa du monde, quoi, et mes parents, c'est pas les meilleurs parents du monde. Je pense qu'ils ont fait avec leur code, leur éducation, etc. Mais je pense qu'ils étaient vraiment désemparés, en fait, parce que je ne correspondais pas à ce que eux voulaient que je sois. Et donc, ça a pu aller jouer jusqu'à des coups. Je fuguais après ça, j'ai fugué je sais pas combien de fois de chez moi, mais pour aller où? Dans un village, à part aller dans les bois. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on est ici dans un bois aujourd'hui, parce que moi la nature, les bois, ça symbolise la liberté. Et très tôt, je partais, je m'exilais dans les bois, et très tôt j'ai été consommé aussi de l'alcool dans les bois. Et là, je m'inventais une vie, quoi. Et ça m'apaisait. Et avant de retourner dans ce que je ressentais comme un chaos à la maison, quoi. Pourquoi j'ai agi comme ça, j'en sais trop rien. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place pour l'écoute. Mais même si mes parents n'étaient pas contents de mes résultats scolaires, en fait, j'étais quand même le premier de classe, quoi. Et j'étais dans une école où il y avait que des mecs. J'ai subi pas mal de moqueries, de représailles, on va dire. Ça a pu aller jusqu'à des... Allez, on avait pas mal accès à du sport à l'école, que ce soit du foot, du tennis. J'ai une image comme ça où on allait... pour rentrer vers les classes en rang, et un gars qui était derrière moi et il me traitait de chouchou et il me tapait avec sa raquette de tennis dans les tibias, quoi. Et moi je savais pas quoi répondre, quoi, à part me dire que à la maison on me demandait d'être parfait, d'être le premier de classe, de péter les scores, et j'arrivais jamais à atteindre cet objectif parce que c'était jamais assez pour mes parents. Et en essayant d'atteindre cet objectif à l'école, je trouvais pas ma place, on me rejetait, on me tapait dessus, quoi. Et moi, je me suis
pas spécialement rebellé. Justement, j'ai tu ça. J'en ai pas parlé à mes parents. Il y a juste un gars, ouais, je lui ai pété le nez, quoi. Un jour, ça a vraiment saturé. Et le pire, c'est que le gars, il a juste dit une simple moquerie. C'était pas un type qui m'emmerdait d'habitude. Et là, le coup, il est parti tout seul, quoi. Et le gars, il m'a plus jamais, ouais, plus jamais emmerdé. Je ressentais beaucoup de colère, moi, par rapport à ma famille, qui m'autorisait, par exemple, pas à faire de sport en club, alors que tous mes copains faisaient du sport. Ça, j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Et donc, c'était de nouveau faire des activités tout seul, aller courir. Et je m'imposais vraiment des trucs, des efforts physiques assez violents. Je partais dans les bois avec un bête vélo à 3 vitesses. J'ai fait plusieurs commotions cérébrales parce que j'ai fait plusieurs chutes. C'était pas un VTT, donc c'était vraiment le vieux vélo de ville. Et je faisais des efforts physiques jusqu'à tomber quasiment dans les pommes, quoi. Donc à défaut de me rebeller physiquement ou verbalement, là je me rebellais et je m'imposais des choses. C'est pas de la torture, quoi, mais ouais, ni de la, enfin, je sais pas, ou de la mutilation, mais vraiment j'emmenais mon corps assez loin dans ses ressources, quoi. Euh, et j'ai aussi découvert une musique qu'on pourrait cataloguer comme agressive. C'est le métal, en fait. Et quand on dit métal, moi, par exemple, Metallica, c'est quelque chose de calme, quoi, par rapport à ce que je peux écouter. Moi, à l'époque, j'ai très très vite, je devais avoir 12 ans, j'écoutais du punk hardcore, du grindcore. C'est des styles de musique où le chanteur hurle d'une force. Et évidemment, moi, ça me faisait bien marrer parce que ça faisait chier mes parents, ça les embêtait très fort. Et moi, ça me permettait en fait d'évacuer cette colère que je ressentais en moi, en plus des produits stupéfiants. La musique me servait de régulateur d'humeur, quoi. Et moi, tout le monde disait toujours de moi, ouais, Bernard, c'est quelqu'un de calme, alors qu'au final, j'avais une bombe à retardement en moi, quoi. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'ai jamais été, je me suis jamais battu, en fait. En les soirées de village, il y avait souvent de la violence, j'ai eu des copains qui se battaient. Moi, c'est vraiment le genre de truc où je restais plutôt à distance de tout ça. C'est même plutôt quelque chose qui m'atteignait. Je suis quelqu'un de sensible, je me vexe facilement. Même une simple moquerie ou même pas quelque chose qui, même pas une moquerie, je peux la prendre, je peux prendre ça mal et le vivre violemment. Euh, J'étais très content quand j'ai eu 18 ans de quitter le cocon familial, de pouvoir aller à Bruxelles et faire mes études. J'ai rencontré ma femme. À ce moment-là, on se connaissait depuis longtemps, mais on s'est mis ensemble officiellement, quoi. Euh, et là, j'ai toujours continué à consommer des produits, mais j'étais pas catalogué comme le gars qui se fout par terre. Quand je me mettais vraiment à des mines, quand j'étais tout seul en fait dans ma chambre, et me mettre vraiment dans vraiment des états pitoyables, quoi. Euh, la relation avec mes parents s'est pas spécialement améliorée. C'était des joutes verbales quand je rentrais le week-end. Ils avaient l'impression que je foutais rien, etc. Euh, je devais payer une bonne partie de mes études moi-même. Ça, je vivais ça très mal. Euh, et j'ai commencé à travailler comme journaliste. Je pense qu'on peut dire que j'ai saboté ma carrière à cause de la consommation, parce que pendant que j'étais à l'UNIF, j'ai eu des opportunités qui sont ouvertes. J'avais des profs qui m'ont renseigné auprès de médias qui cherchaient des jeunes journalistes, et ça marchait plutôt pas mal. Et à cause de ma consommation, en fait, j'étais plus quelqu'un de fiable, et on faisait plus appel à moi, en fait, quoi. Et donc j'ai vraiment saboté ça, et à un moment donné j'ai eu faim, et donc j'ai trouvé un autre job, et dans l'entreprise où je travaille toujours maintenant depuis 22 ans, et j'ai évolué dans la boîte, quoi. Euh, et
les années ont passé, je suis devenu papa, on s'est marié avec mon épouse, et il y avait quand même toujours quelque chose de latent par rapport à la consommation. Ma femme me disait toujours quand on allait quelque part, bois pas trop Bernard aujourd'hui. Euh, pas que j'étais scandaleux, mais elle me disait toujours que quand je consommais, j'étais plus la personne qu'elle aimait, même si moi j'avais plutôt l'alcool gaga, quoi, câlin, etc. Mais, alors que je suis plutôt quelqu'un de, pas que je suis pas chaleureux, mais voilà, je suis pas le premier à faire des câlins, quoi. Au boulot, ça doit être je crois que c'est en 2013. Donc j'ai toujours consommé de l'alcool. Euh, il y avait un gars dans une équipe, j'étais manager, qui, pour moi, il avait eu des ennuis de santé. On l'avait réintégré dans une autre fonction. Je l'avais accompagné pour qu'il puisse, parce qu'il ne savait plus faire son boulot, quoi, à cause de son état de santé. On l'avait intégré dans une autre fonction. Et pour moi, il foutait le bordel dans l'équipe, quoi. Des gens venaient se plaindre de son comportement, etc. Et on dit toujours, je fais une parenthèse, mais on dit toujours que la dépendance des produits aux produits stupéfiants, en fait, elle prend la place dans toute la vie. Et on peut être dépendant à plein de choses et c'est des obsessions. Moi, j'avais l'obsession de consommer. Ben là, c'était devenu une obsession. Fallait que je lui règle son compte, en fait, quoi. Et le type, en effet, il faisait pas correctement son travail, mais j'ai vraiment suivi tout le parcours pour arriver à faire qu'on le licencie, sauf que le gars était délégué syndical. Et donc, c'était limite impossible de le virer. Mais je me suis vraiment acharné, quoi, en fait, à trouver toutes les preuves, à démontrer de manière parfaite, et ça a duré des mois, du recadrage oral, recadrage écrit, l'avertissement, etc., pour finalement aboutir, lui, à porter plainte pour harcèlement moral au travail, auprès de la médecine du travail. Et là, moi, ça a vraiment été la descente aux enfers pour moi. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais pas de part là-dedans, en fait. Je me rendais pas compte que si je m'étais pas acharné comme ça, ben, le mec, il aurait pas porté plainte, quoi. Pour moi, mon état, j'ai vraiment fait un burn-out. Mon état psychologique, c'était parce que le gars avait porté plainte, quoi. Moi, j'avais raison d'avoir suivi toute cette procédure pour finalement en fait rien, parce qu'en fait il travaille toujours là, il y est toujours d'ailleurs, encore aujourd'hui. Euh, pour moi, j'étais le saint, quoi, qui avait agi pour la bonne cause, quoi, qui respectait les bonnes valeurs. Sauf que ben, le gars, il avait ses limites, il avait son propre ressenti. Et il a fallu, c'est des années après que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais dû agir différemment. Je me suis beaucoup aussi acharné à faire son diagnostic, à me dire le gars c'est un pervers, il manipule les autres, alors qu'en fait j'aurais mieux fait de balayer devant ma porte, parce que résultat ça a entre guillemets gâché la deuxième grossesse de mon épouse, ça a vraiment été compliqué. Et là j'ai vraiment sombré dans les quantités d'alcool, c'était vraiment énorme. Je montais quasiment à une bouteille de whisky par jour. Je cachais ma consommation. Donc mon épouse, quand elle rentrait du travail, elle se demandait toujours dans quel état je vais le retrouver, est-ce qu'il aura consommé. Elle retrouvait des cachettes. C'était le mensonge aussi épuisant. Et avec le recul aussi sur le moment, je me dis que j'ai quand même à ce moment-là imposé des comportements à mon entourage, à mon épouse en particulier, qui sont violents à vivre, quoi. Même si c'est pas quelque chose de palpable comme ça, elle, c'était compliqué et c'était de la souffrance, quoi. Et en fait, j'ai décidé, juste avant la naissance de ma fille, c'était en mars, elle est née en avril 2014, et donc en mars 2014, d'arrêter une première fois de consommer de l'alcool.
Euh, ça a duré 2 ans. C'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer. Je ne me suis pas fait aider, j'ai fait ça en serrant les dents. Et là, j'ai commencé, l'anxiété est revenue énormément. Euh, j'ai commencé à prendre des médicaments, des anxiolytiques, en fait, pour me calmer. Ça a duré 2 ans. Euh, et là, après 2 ans, là, là, je suis vraiment parti en vrille, quoi. Euh, Comme si euh, je voulais, euh, comme je disais juste avant, que la dépendance, c'est obsessionnel. euh, m- Moi, je peux être un puits sans fond, quoi. Donc, comme j'ai eu l'impression dans mon enfance, de nouveau, c'est une impression, c'est comme ça que je l'ai vécu, de devoir courir après la reconnaissance de mes parents, de devoir courir après leur amour ou dire que ce que tu fais, c'est bien, ou qui tu es, c'est bien. Mais je vais essayer d'aller chercher ça chez les gens. Même s'ils ne me le donnent pas, oralement, je vais essayer d'aller le chercher. Alors que si ma femme, elle m'a épousé, c'est que quand même, c'est qu'elle est bien avec moi. Si elle est là, c'est qu'elle est bien. Et en fait, je devrais en fait me contenter de ça. Mais non, moi, c'est pas assez. Et même si on me donne, même si on me dit, ça va être sans fin, je vais toujours essayer d'aller chercher. Euh, et donc, en fait, 2 ans après avoir arrêté de consommer de l'alcool, j'ai vraiment testé vraiment les limites ouais, de l'amour que mon épouse pouvait me porter, quoi. Elle n'était jamais assez, elle ne me montrait jamais assez son affection, elle n'était jamais assez ceci, cela. Euh, C'était pas spécialement du flicage, mais c'était dans son comportement, lui dire qu'elle était trop exigeante avec moi. Euh, j'ai vraiment été très loin là-dedans parce que au final, ben ouais, on était plus heureux. Euh, ben un jour, moi, je me suis retrouvé sans médicaments. Et là, c'est parti en vrille. J'ai tout de suite été me chercher de l'alcool. Et là, c'est parti dans des proportions hallucinantes, quoi. En décembre 2000, donc ça c'était en 2017. En décembre 2017, je pouvais consommer une bouteille de whisky, un cubi de vin, donc c'est 4 bouteilles de vin, plus des bières sur une journée, quoi. Tout en tenant debout. Et je me targuais toujours d'être le gars qui s'occupe de l'administratif à la maison, qui fait à bouffer, etc. Mais là, ça commençait vraiment à devenir complètement ingérable. Euh, j'ai oublié d'aller chercher mes enfants à l'école. Quand ma femme rentrait du boulot, c'était nier la quantité que j'avais consommée, parce qu'évidemment, la quantité que je dis là maintenant, c'était la quantité officieuse. La quantité officielle, c'est que j'avais bu 2 bières, quoi. Et, euh, et donc, on parlait de responsabilisation. Euh, donc, je voulais sincèrement arrêter de consommer parce que je savais que c'était la solution. Moi, c'était tout ou rien, quoi. Je savais pas consommer un petit peu. Et, euh, et ce que j'ai fait pour me déresponsabiliser, c'est que je me rends compte par après que c'était vraiment pour ça. J'ai donné tous mes moyens de paiement à ma femme, quoi. Euh, et donc, j'ai subtilisé du produit, de l'alcool dans les magasins. Je ne vais pas citer lesquels, même s'il y a peut-être prescription, mais bon, voilà, mais ça va dans la manipulation, ça, parce que j'amadouais en fait les caissières, elles me connaissaient bien, j'avais des petits-enfants, et puis j'arrivais dans le magasin, je disais salut, hein, et puis je disais je subtilisais, puis je disais mais j'ai pas mon portefeuille, et, je sortais. Je pouvais aller aussi jusqu'à, quand ma femme rentrait, dire ben, il me manque ça, je vais prendre ma fille avec, et comme ça ben, je ferai rien, quoi. Je vais pas acheter quelque chose. En fait, j'achetais de l'alcool et je disais à ma fille marche plus loin, mais dans un parking avec plein de bagnoles. Et je disais, et si elle se retournait, je disais non, 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 tu regardes devant toi. Et je buvais, en fait, parce que je buvais pendant ce temps-là, quoi. Et je l'engueulais parce qu'elle regardait pas devant elle, quoi.
Et jusqu'au jour où, voilà, ma femme a demandé que je ramène le ticket de caisse. Voilà, je me suis fait griller. Euh, et, euh, et donc un jour, elle est rentrée du travail. Et comme quoi, cette violence, pour moi, c'est toujours latent parce que même si ça s'exprime pas par des coups, ça peut arriver qu'il y ait des cris, des insultes, ça a pu arriver, mais ça a plus été comme quelque chose qui reste là et de l'ordre du possible, quoi. Et donc en fait, un jour ma femme est rentrée du boulot, j'avais été chercher les enfants à l'école, j'étais vraiment en manque, quoi. J'avais besoin de ma dose. Je lui dis, donne-moi de l'argent pour que j'aille m'acheter à boire. Et elle me l'a dit par après, ça, mais elle a vu à mon regard que si elle me disait non, il allait se passer quelque chose, quoi. Sincèrement, je sais pas ce qui se serait passé parce qu'elle a dit oui. Donc, d'en reparler comme ça, euh, je préfère même pas me poser la question, quoi. Et elle m'a dit oui, elle m'a donné l'argent, mais elle m'a dit par contre, tu reviens et tu ne reviens que quand les enfants sont couchés, je t'enverrai un message et demain matin, tu t'en vas, quoi. Et ça arrivait à plusieurs reprises. Et finalement, donc en décembre 2017, là, je suis parti en cure. Ma première cure en hôpital, c'était une cure de sevrage. Et moi, toujours dans cette optique du bon élève, j'allais rentrer sobre en cure. Et donc, j'ai arrêté de consommer la veille à 11h du soir. Je logeais chez le parrain de ma fille. Et je rentrais à 9 ou 10 heures le lendemain matin. Mais évidemment, moi, j'étais dépendant physique à l'alcool. Donc, dès 5 heures du mat, en fait, j'étais en manque, quoi. C'était infernal. L'épouse de moi, c'est mon meilleur ami, je suis son témoin de mariage, était désemparée. Finalement, elle a dû appeler un taxi pour m'emmener là-bas. Normalement, je devais y aller en tram, c'était pas possible. Je tremblais tellement de tout mon corps. Et ça, je leur imposais ça, quoi. Ça faisait des jours que je vivais là. J'aurais vidé leur bar, leur frigo. Ils avaient été faire des courses. Enfin, c'était... j'avais leur confiance, quoi. Ils me laissaient leur maison pendant qu'ils étaient au travail et je les trahissais, quoi. Et je suis arrivé en cure directement. Le taxi m'a déposé, je lui ai donné les sous. Je ne savais même pas réceptionner la monnaie tellement je tremblais en fait de manque. Et aux admissions, ils se sont directement rendus compte. Ils m'ont emmené et ils ont dû se mettre à 2 sur moi pour me mettre la perfusion, quoi. Je pensais que ça me servirait de leçon. Je dis, je vais garder cette image-là. On m'appelait Michael Jackson dans l'hôpital parce que tellement mes jambes tremblaient, quoi. Mais vraiment, j'étais proche du délirium tremens ou de la crise d'épilepsie, quoi. Le sevrage physique se passe. Et au final, j'étais avec des gars dans la chambre. Et à cette époque-là, moi, j'étais vraiment quelqu'un de... Moi, comment je voyais les choses, c'était... j'ai tout compris, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent. Et en fait, j'ai tellement agacé un type dans la chambre qu'il a voulu me foutre sur la tronche, quoi. Et avec le recul, je l'ai emmené là-dedans, quoi. Et j'ai plusieurs exemples comme ça dans mon parcours, parce qu'en fait, ce type, il me faisait chier, quoi. Les gens l'aimaient bien, j'étais jaloux. Il se réveillait très tôt le matin pour lire, etc., faire ces trucs, il m'emmerdait, me réveillait. Et résultat, le mec, il a voulu me mettre sur la tronche, comme on dit, il s'est fait mettre dehors, quoi. Et vraiment, j'ai vraiment manipulé le truc pour créer cette violence envers moi, en sachant que j'étais encadré et que ça n'allait pas arriver, quoi. Lors de ma deuxième cure en février 2018, normalement, on devait partir à New York en famille. Ma belle-sœur et mon beau-frère habitaient aux États-Unis à ce moment-là. Ils nous payaient le voyage et tout. Mais j'ai rechuté, moi, au mois de janvier. Et donc, je suis re-rentré en cure au mois de février, ma deuxième cure. Ma femme a quand même décidé de partir à New York avec les enfants, quoi. Et sur le moment, j'ai pas compris, quoi. Et
Qu'est-ce que j'ai mis en place? Moi, c'était une victimisation, un apitoiement, mais un truc plus, quoi. Sur les réseaux sociaux, elle s'en est pris, mais plein la tronche, quoi. J'étais le pauvre petit qu'on laissait en cure pendant que la méchante allait s'amuser à New York. Je suis parvenu à faire que toute ma famille se ligue contre elle, quoi. J'ai vraiment, mais sur le moment, c'est pas un comportement conscient, quoi. Mais ça fonctionne, quoi. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, punaise, moi j'arrive à rentrer dans la tête des gens, en fait. Et je m'en suis servi. Et donc, ouais, ma famille a pris parti pour moi. C'était vraiment la salope qui part, qui laisse son mari à l'hôpital, quoi. Et comme ça, elle avait le mauvais rôle. Et moi, ça me déresponsabilisait aussi de ma rechute future, en fait. Je préparais la rechute. En ressortant de ma cure, j'allais replonger, quoi. Et ça allait pas être de ma faute, quoi. Parce que j'ai rechuté en disant c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de ceci. Elle a vécu tout ça, quoi, avec les 2 enfants sous les bras, allant en voyage. Ce torrent, ouais, c'est un torrent de haine, quoi. J'ai pas peur de le dire maintenant, quoi. Donc oui, j'ai fait ces 3 cures. J'ai réintégré la maison. C'était infernal, quoi. J'ai commencé à faire des blackouts. Et donc, ma femme partait au boulot le matin, j'allais déposer les enfants à l'école. Au final, elle rentrait, elle allait récupérer elle-même les enfants. Moi, je savais même plus ce que j'avais fait de ma journée, ou j'étais pas là. J'étais dans le divan quand mes enfants rentraient de l'école, ils voyaient leur père couché, complètement absent, les yeux vides. J'avais plus aucune émotion. C'était l'image qu'ils avaient de leur père, quoi. Les enfants revenaient, j'étais un légume, j'étais une merde, une loque, quoi, dans le divan. Elle s'en rendra compte plus tard, mais je dilapidais tout le fric. J'en étais franchement, j'avais fait le compte, je devais être à 900 € par mois en moyenne, je crois, de consommation, quoi. C'était principalement l'alcool. D'ailleurs, le night shop où j'allais m'approvisionner quand j'étais en cure, il a fermé, quoi. Ça, c'est un peu l'ego qui parle, mais je me dis, comme cela, il avait plus une bonne ressource de ses revenus. Je l'aurais jamais demandé, parce que je les ai recroisés. Mais voilà, c'est peut-être me donner trop d'importance, quoi. J'ai décidé de partir en cure au Haute-Fagne à Malmedy. Mais il faut faire un sevrage pour aller là-bas. Et je voulais pas faire le sevrage à la clinique juste à côté. Je sais même plus trop pourquoi, mais mes parents ont proposé que je fasse le sevrage chez eux. Ils habitaient en race campagne, c'était plus dans ma maison d'enfance. Ils avaient déménagé, ils avaient construit une belle maison. J'ai fait mon sevrage chez eux. Et je suis arrivé je suis arrivé en train. J'ai failli tomber sur les rails, quoi. Tellement j'étais dans un état pitoyable, quoi. Et mes parents, je les ai prévenus que ça allait être violent, de voir quelqu'un en sevrage physique, quoi. Faut s'imaginer, moi, le premier soir, ma mère, elle avait fait un couscous, quoi. Et on me dit, ouais, le couscous, c'est quand même pas compliqué à manger, quoi. Et avec une fourchette, laisse tomber la semoule. Et donc, j'étais obligé de manger à même l'assiette, quoi. Et je voyais le regard de mes parents, c'est leur enfant, quoi. C'est vraiment la tête qui va comme ça. Et ça a été vraiment, ils se sont pris ça de plein fouet. Ils l'ont dit après, quand ils sont venus me rendre visite en cure et qu'ils en ont parlé au psy, quoi. Et donc, mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout l'alcool qu'ils avaient à la maison et ils l'ont enfermé dans leur chambre, quoi. Et le deuxième jour, ils partent faire des courses. Et en fait, comme c'était une nouvelle maison, je sais pas pourquoi, il y avait des clés sur toutes les portes, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, il y a bien une des clés qui va fonctionner sur leur porte. Et bingo, la deuxième a fonctionné. Et ça, ce jour-là, j'ai vraiment trahi leur confiance. Et en gros, mon père, il m'a de tout le sevrage. Je suis resté 3 semaines chez eux. Il m'a quasiment plus adressé la parole, quoi. Il m'en a voulu. C'était fort, quoi. Ça.
Et finalement, ils sont restés. Donc, de par mon comportement, du fait que il fallait limite me mettre une camisole pour pas que je consomme, il y a tout le temps quelqu'un qui est resté avec moi, quoi. Jusqu'à ce que je rentre dans le centre. Je suis rentré 3 semaines après être arrivé chez mes parents, que je rentre dans le centre à Malmedy. Là, j'étais sevré puisque j'avais plus le choix. Je savais plus accéder à leur chambre. Il y a tout le temps quelqu'un avec moi. J'étais tout le temps surveillé, quoi. Mais je les avais forcés à prendre ce rôle-là parce que sinon c'était impossible. S'ils partaient, même en ayant, j'aurais été capable de rappeler un pote d'enfance pour qu'il m'amène un truc, quoi. Et je suis rentré dans le centre le 18 juin 2018. Là, ça a été des chambres avec 4 personnes. On était à 4 dedans. En continu, on est sollicité psychologiquement. Tout est sujet au traitement là-bas, quoi. On est en interaction continue. Et moi, en fait, je me croyais invincible toujours. Dans ma consommation d'alcool, je me suis longtemps cru invincible, jusqu'à ce que je sombre. Et là, après 3 semaines, moi, je me suis fait élire président de la communauté. Je parvenais à obtenir ce que je voulais, quoi. Mais tout ce que je visais, c'était d'être dans l'évitement, quoi. Je parvenais à dire, toi, t'es comme ça, toi, tu devrais faire comme ceci, donner des conseils, me donner de l'importance. Mais au final, je parlais pas de moi. Et je parlais tout à l'heure que j'avais amené un gars, quand j'étais en cure en hôpital, à être violent envers moi. J'ai fait exactement la même chose dans le centre, quoi. Un gars qui m'emmerdait, il bouffait des chips pendant la nuit dans la chambre, ça m'empêchait de dormir. On regardait un match de foot, c'était la Coupe du Monde 2018, et le type, il y a un joueur qui rentre, je sais plus quel joueur c'était, je crois que c'était de la Casette, enfin soit typé africain, on va dire. Et le gars, il dit, ouais, encore un bon français, quoi. Et donc le type, en fait, il me tend une perche, mais énorme, quoi. Et je lui dis, t'entends quoi par bon français, quoi? Et je savais qu'il y avait les éducateurs qui étaient là. En fait, il aurait juste dit ça s'arrêtait là, et c'est tout. C'est plein de sous-entendus, ce qu'il dit, d'office. Et moi, je voulais qu'il dise ce qu'il y avait derrière. Et il me dit, t'as bien compris ce que j'ai voulu dire? Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, un bon français? Et c'est là qu'il a commencé à tenir en fait des propos qui peuvent être étiquetés racistes. Je sais plus ce qu'il a répondu. C'était fini, quoi. Ça faisait partie du règlement. C'est des propos qui sont... Enfin, de toute façon, le racisme est un délit et on peut pas tenir de propos délictueux. Et le mec s'est fait jeter, quoi. Et je savais très bien ce que je faisais en faisant ça, quoi. Et plus tard aussi, on était en cuisine. Un autre gars, je savais, je lui avais appris à faire le pain la veille. Et je voyais qu'il était stressé parce qu'il fallait faire le pain pour toute la communauté. Et si tu faisais mal le pain, évidemment, on charriait, quoi. Ton pain, il est dégueulasse. Et donc lui, il s'était foutu la pression. Le mec, il avait jamais cuisiné. Et donc c'était moi qui étais responsable cuisine ce jour-là et je lui foutais la pression. J'arrêtais pas. Je lui dire, fais plutôt comme ça. Résultat, à un moment donné, il a mis le sel dans la levure et ça annule l'effet de la levure. Et je lui ai dit, punaise, t'es vraiment con. Et là, il a pété un plomb, quoi. Et il s'est rapproché de moi en gueulant. Et en fait, là, il y avait un éducateur qui avait regardé toute la scène depuis le début et qui nous a fait sortir, quoi. Et qui a commencé à nous parler. Et moi, je disais, mais enfin, vous vous rendez compte ce qui vient de se passer? Le gars, il hurle dessus. Il n'avait pas été dans les menaces, mais en fait, je savais très bien, je le tenais par le bout du nez, je savais ce qu'il fallait que je dise pour qu'il en vienne à poser l'acte qu'il allait faire, qu'il allait dégager, quoi. Et là, l'éduc, en fait, elle m'a dit, tu savais très bien ce que tu faisais, Bernard, quoi. Et là, je me suis vraiment senti, à poil, quoi. Découvert, quoi. D'une force, comme un gamin a pris la main dans le sac en train de voler des bonbons, quoi. Et là, ça a été un des points de bascule dans mon relationnel avec les gens, c'est qu'en fait, je me suis ouvert l'esprit, j'ai dit, ouais, en fait, t'as raison, quoi. J'ai avoué, quoi, le truc. Et c'est quelque chose que j'ai pu travailler, en fait. Que oui, je peux être quelqu'un de manipulateur, que je peux faire ce qu'il faut pour obtenir les choses contre le gré des personnes. Et là, ça m'a vraiment sauté au visage et
Et c'est quelque chose qui maintenant m'accompagne en fait dans mon rétablissement parce que j'ai pas reconsommé, moi j'ai pas rechuté depuis. Je consomme plus depuis que je suis rentré, depuis le sevrage chez mes parents. Je consomme plus d'alcool, plus d'autres drogues, plus de médicaments. Ce qui fait partie de mon rétablissement, c'est que quand j'identifie une déficience que j'ai, vouloir manipuler quelqu'un, c'est une de mes déficiences. Et ben au moins, elle est identifiée, et moi ça me remplit d'espoir parce que je sais que de un, je vais me rendre compte quand je vais l'actionner cette déficience, et que je vais pouvoir l'arrêter, et que même si je trouve pas tout de suite le moyen de l'arrêter, je peux au moins l'atténuer et en parler à quelqu'un. Et c'est là que les groupes de parole pour personnes dépendantes à la drogue m'aident beaucoup. C'est que je sais quand je vais confier ça à quelqu'un, il va pas me prendre pour un dingue. Je vais pas être jugé et je vais pouvoir avoir des clés pour en sortir. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est juste de l'ego qui m'emmène là-dedans ou de la frustration. Parce que le gars, moi, je veux le manipuler pour qu'il me foute un pain à la figure, pour qu'il se fasse mettre dehors. C'est juste parce qu'il me dérange, parce que son comportement me déplaît et me met dans un inconfort. Et je voudrais que tout soit lisse autour de moi, ou que tout corresponde à ce que je voudrais que ça corresponde. Je voudrais être le metteur en scène qui fait que tous les acteurs disent exactement. Mais c'est impossible, ça n'existe pas, ça. Moi, j'aimerais bien être dans la ouate. C'est ce que j'allais chercher dans du velours, là. C'est ce que j'allais chercher dans la drogue, en fait. Et c'est ce que j'essayais d'aller chercher dans le relationnel, mais c'est pas possible. Mon épouse, elle va pas toujours se comporter exactement comme je voudrais qu'elle se comporte. Et de toute façon, si je l'aime, j'accepte que voilà, face à la vie, c'est normal, quoi. Et c'est une question d'ego, et c'est mon ego qui est piqué qui est piqué dans ces cas-là, quoi. Vous me faites rire, tu me fais rire avec tes regards. C'est génial, je pourrais vous en parler des heures, ça. Moi, je suis quelqu'un de parfaitement imparfait. J'ai vraiment des comportements qui peuvent pas être OK en premier lieu par rapport à moi et par rapport aux autres. Mais de les identifier et de pouvoir suffisamment m'ouvrir l'esprit et de me dire OK, c'est un dysfonctionnement que j'ai, je crois que je l'aurai toujours, quoi. Comme par exemple vouloir manipuler l'autre pour qu'il se comporte comme j'ai envie qu'il se comporte. Rien que de l'identifier, de m'ouvrir l'esprit et d'essayer de progresser par rapport à ça, moi ça me remplit d'espoir et ça m'apaise, quoi. Avec mon épouse, il y a suffisamment de confiance qui s'est installée que quand je peux partir dans les attentes par rapport à elle, vouloir qu'elle me donne des preuves d'amour, elle me le dit. Elle me dit là, de toute façon je vais te le donner, ce sera pas assez. Et même limite maintenant on en rigole, en fait. Il y a juste que c'est pas parce que la drogue est partie de ma vie, fait plus partie de mon fonctionnement, que ces comportements, ils sont partis aussi, quoi. Moi, ça fait 7 ans, j'ai eu des emmerdes, je me suis engueulé avec des gens. De nouveau, moi, ça n'en vient jamais spécialement aux mains, mais ce qui fait que je peux aussi créer du rejet chez les autres, quoi. Et il y a 2 ans, j'ai entamé une relation, on va dire privilégiée, avec une autre personne dépendante qui m'a demandé de l'accompagner. J'ai une personne rencontrée dans les groupes de parole. C'est une relation de parrainage, comme on appelle ça. Cette relation a pris beaucoup de place dans ma vie. On parlait tous les jours, tout le temps, quoi. Je parlais limite plus avec elle qu'avec ma femme. En même temps, ma femme, je parlais avec elle oralement le soir. Pas avec elle, mais elle, c'est vraiment beaucoup par message. Et je vivais très mal le fait qu'elle me demande de l'aide. Et puis au final, quand j'identifiais un comportement qui lui posait problème, qu'elle l'actionnait, qu'elle disait mais non, et qu'elle niait l'évidence, quoi. Ça me rendait dingue, mais d'une force. En novembre l'année dernière, donc en 2024, ça commençait vraiment à avoir un impact, moi, sur ma vie de couple, en fait. J'ai voulu mettre fin à mon mariage parce que je pensais que c'était la seule issue. Parce qu'en fait, je pensais qu'il fallait que je mette toute mon énergie pour que cette personne change ses comportements et de nouveau, en fait, corresponde à ce que je voulais. Ben ouais, je me suis vraiment
acharné, quoi. Je voulais vraiment lui faire comprendre, quoi. Et quand elle me disait pas comprendre, j'essayais oralement, j'ai même été jusqu'à faire des dessins, quoi. En fait, je voulais la sauver. Et en fait, j'étais pas le sauveur, j'étais le bourreau, quoi. D'une force, maintenant, je m'en rends compte, mais... et donc, au final, elle a voulu mettre fin à la relation. On s'est entendu pour plus se croiser, parce qu'on se croisait aux mêmes endroits. Et en fait, aux environs de Noël, je voulais aller à un endroit en réunion, et donc potentiellement, elle aurait pu y être. Et donc, je lui ai demandé par message, est-ce que tu seras là-bas? Tu me réponds par oui ou par non. C'est tout ce dont j'ai besoin comme réponse, quoi. Et si tu y vas, je n'irai pas. J'ai pas de réponse. Et donc, moi, je dis, mais putain, elle me répond pas. Donc, elle me prive de ce truc-là qui, moi, va me faire du bien. C'est une réunion où j'allais voir d'autres personnes, ça allait me faire du bien. Elle décide en me répondant pas. Et donc, je me dis, ouais, punaise, elle, de par son comportement, elle a un impact sur moi, elle me prive de ça. Là-dessus, comme elle me répondait pas par message, j'ai décidé de lui renvoyer un message sur les 3 adresses e-mail que j'avais d'elle, quoi. C'est un message qui n'est pas menaçant. Je lui dis, j'aimerais juste comprendre pourquoi tu ne me réponds pas, parce que ça me prive d'une ressource, quoi. J'ai peu de réponses, évidemment. Et puis, je suis allé à une réunion. Et là, il y a un gars que j'avais déjà croisé 2, 3 fois, qui partage. Et en me regardant droit dans les yeux, il dit... il y a une personne que j'aime beaucoup qui subit le comportement d'une autre personne. Je ne sais pas ce qui me retient de lui régler son compte, quoi. Moi, de nouveau, je me dis, il me regarde dans les yeux, est-ce que c'est tourné vers moi? Je pense pas qu'ils se connaissent. S'ils se connaissent, mais je pense pas qu'ils se fréquentent. C'est mon ego qui part, je me sens visé, je me sens vexé. De nouveau, je pars dans l'auto-analyse. Vraiment... La réunion se finit, normalement tout le monde se salue, je vais vers lui, il me tourne le dos, quoi. Donc je me dis, ok, c'était tourné vers moi. Je ressors de là, j'appelle un ami de confiance qui me dit, ouais, comme c'est là, ouais, c'est tourné vers toi, laisse pisser, c'est pas grave. Mais en même temps, je me dis, le mec, il m'a quand même fait, si c'est tourné vers moi, il m'a quand même menacé, en fait, de manière indirecte et de manière suffisamment subtile pour que personne s'en rende compte, quoi. Ça me travaille, quoi. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est, je vais voir ses stories, en fait, sur les réseaux sociaux, gars. Et à un moment donné, je vois, en fait, une story, il poste, c'est une vue depuis chez elle, quoi. Je me dis, ouais, c'est bon. Ils se fréquentent, quoi. C'est pas de la jalousie qui parle ou autre, c'est la colère, l'ego. J'ai été mettre, en fait, un mot dans sa boîte aux lettres. En gros, là, je lui ai dit... T'es vraiment perverse de pas me répondre, manipulatrice. Et alors, le terme que j'ai utilisé, c'est ton Cerbère Roquet, quoi. Donc Cerbère, le chien gardien des enfers, et Roquet parce que c'est un petit mec avec une petite voix, quoi. Et je lui ai dit, tu te le gardes et tu t'étais bien gardé de m'en parler, quoi. Et je lui mets ce truc et en plus je mets une image. Parce qu'elle avait un surnom quand elle était dans la conso, et je lui mets cette image de surnom qui symbolise ce surnom, et puis je mets la photo de Cruella des 101 Dalmatiens à côté, quoi. Je vais vraiment très loin dans le truc, j'en parle à personne et je vais lui dropper ça dans sa boîte aux lettres, quoi. Et le lendemain matin, ça ne loupe pas, y a quelqu'un qui la connaît, une de ses amies, qui m'appelle, quoi. Et qui me dit, qui me menace en fait de me faire exclure des lieux qu'on fréquente, quoi. Je lui dis, écoute, moi j'ai besoin d'aller là, et à aucun moment donné, je ne suis menaçant dans le message, moi j'exprime juste ma colère, quoi. Et de nouveau, vous me menacez. Et donc, moi, à aucun moment donné, je me dis, si je m'étais pas acharné avant, en fait, moi tout ce que je me dis, c'est, elle ne m'a pas répondu, son gars m'a menacé, donc c'est tout à fait légitime que je sois violent en parole ou je l'insulte, quoi. C'est tout à fait légitime. Moi, la Blanche Colombe... C'est qu'en fait, suite au mot, elle a porté plainte à la police pour harcèlement. Donc moi, j'ai dû aller me rendre à la police, être auditionné, quoi. Par rapport à ça, elle m'a accusé d'avoir jeté des objets sur sa façade.
Je ne vois pas de quel objet elle parle. Et donc voilà. Et il y avait ce mot, et aussi d'avoir créé des faux profils sur les réseaux sociaux pour essayer de l'atteindre, chose que je n'ai pas faite, quoi. La seule chose que j'ai faite, c'était aller sur un groupe où elle était, aller intervenir et de nouveau pointer ses comportements du doigt, quoi, pour toujours essayer de lui faire entendre raison, essayer de la changer, quoi. J'ai été déposé à la police, les semaines passent, etc. Un jour, je revenais d'avoir été courir et j'allais repasser. Mon fils était chez son meilleur ami qui habite à 50 mètres de chez elle. En même temps, je vis à côté, quoi. Et je marche sur le trottoir. À ce moment-là, une voiture qui arrive, qui monte sur le trottoir et qui s'arrête à 30 centimètres le pare-choc, quoi, de mes genoux, quoi. Et je suis au téléphone avec un pote qui cherchait le chemin de la part d'un autre pote, enfin soit, je lui expliquais où c'était. Et mon réflexe de défense a été, j'ai continué ma conversation. Et en fait, je vois au volant de la voiture, c'est le mec de la fille en question. Il sort de la voiture. Il faut savoir qu'il m'arrive là, le type. Il passe à côté de moi, je sais plus s'il me tourne autour. Il tourne autour de la voiture qui est à côté de moi. Et en fait, je me rends compte après que c'était la voiture de la fille, quoi. Est-ce qu'il a dû penser que j'avais fait quelque chose à sa voiture? J'en sais rien du tout. Il remonte dans la voiture et il fallait le moteur, quoi. Moi, je me dis, il va me rouler dessus, quoi. Mon réflexe, je continue toujours pendant ce temps-là la conversation, quoi. Je suis pétrifié, mais un peu comme si je m'extrayais du truc, de la situation. Et je fais demi-tour. Et je marche dans l'autre sens, c'est pas du tout ma direction. Et là, lui, il redémarre et il me suit, quoi, en faisant aller son moteur. Et j'avance. Et à un moment donné, je sais pas, il a été se garer, ou je ne sais pas. Bah ouais, moi, je suis pétrifié, quoi, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a porté plainte contre moi. Moi, je vais pas aller porter plainte contre lui. Enfin, on est dans une escalade, là, pas possible. Enfin voilà, je suis complètement perdu. J'en parle pas à la maison de tout ça. Parce que entre-temps, ça s'est arrangé à la maison. J'ai voulu mettre fin à tout, mais en fait, je me suis rendu compte que je partais en vrille. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais oui, on s'est parlé avec mon épouse, on a mis les choses à plat, on a identifié ce qui se passait mal, et au final, on vit notre meilleure vie de couple, comme elle, aussi bien qu'elle n'a jamais été maintenant. Et donc, 2-3 jours après, j'ai décidé d'aller porter plainte à la police. Là, pour harcèlement, intimidation, parce qu'en fait, moi, comment je vis les choses, c'est que le mec, en me menaçant de manière subtile, comme ça, en réunion, il vise à me limiter dans mes mouvements. En me faisant peur avec sa bagnole, il me menace en fait avec une arme, il s'en rend peut-être pas compte, le gars, j'en sais rien. Et donc j'ai été porter plainte par rapport à ça, parce que je me sens pas en sécurité. Moi, mes enfants, son fils à elle, il va dans le même club de sport que mon fils. Mon fils, il m'a dit, qu'est-ce qu'il va faire, le mec, s'il me croise en voiture? Et donc mon fils a peur, quoi. Entre-temps, j'ai appris qu'ils avaient déménagé, donc tant mieux. C'est ce truc latent continu. Et surtout que ce qui est dur en fait à vivre, et que comme c'est là, elle doit vivre de la même manière, parce qu'elle a porté plainte pour harcèlement, on va pas porter plainte. Même si moi, quand j'ai été porté plainte à la police, la policière m'a dit, elle a porté plainte juste pour vous faire chier. Je cite exactement les mots de la policière. Je pense pas que ce soit une bonne idée de dire ça à quelqu'un contre qui on a porté plainte pour harcèlement. Enfin, moi, je suis dans un processus de remise en question. Si j'étais pas dans ce processus, je pense que je pourrais continuer ce que la personne perçoit comme un harcèlement, quoi. Ça minimise, je trouve, les actes qu'on peut poser, parce que moi, je pense que si elle a porté plainte, enfin, je suis pas à sa place, hein. Peut-être que c'est juste pour me faire chier, ou bien qu'elle a vécu ça comme du harcèlement, et elle aurait elle aurait tout à fait le droit d'avoir vécu ça comme du harcèlement. Et donc, ce que je disais, ce qui est dur avec ça, c'est qu'on porte plainte, on a l'impression d'être entendu. Moi, j'étais très bien reçu, mais après, c'est le silence, quoi.
Et même si j'ai demandé une mesure, c'est une mesure d'éloignement, je ne sais plus comment on appelle ça, ben je ne sais pas où ça en est. On m'a dit de contacter le parquet, j'ai appelé au téléphone, ils m'ont dit il faut envoyer un email, j'envoie un email, 6 semaines après j'ai pas eu de réponse, j'ai rappelé. Je connais la situation de la justice, les effectifs, c'est très compliqué. Et donc j'ai rappelé et ils ont envoyé en interne un rappel, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, moi j'ai toujours un peu la boule au ventre quand je vais dans mes réunions, quand il y a la sonnette, les retardataires qui arrivent, peut-être que ça va être eux. Elle, je l'ai déjà recroisée, j'en ai pas peur. J'ai parlé quand elle était là, je me suis vraiment efforcé de partager quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle, avec notre relation, pour pas avoir d'impact sur elle, pour moi puis essayer de faire passer le message. Et comme ça, moi j'essaye aussi de sortir de cette logique de lui faire passer des messages, essayer qu'elle change. Moi je veux qu'elle vive sa vie et que ne plus avoir... essayer d'avoir une influence là-dessus. Par contre, de lui, lui, j'aimerais bien pas le croiser, quoi, parce que je ne le connais pas, je sais pas de quoi il est capable. Et donc, je vis toujours, dans cette peur quand même lancinante, quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est aux personnes qui sont pour l'instant dans l'addiction active, parce que moi, je reste quelqu'un d'addict, mais j'active plus mon addiction puisque je prends plus de produits. Qui pensent vraiment être une loque, une vraie merde, qui ont une image d'eux-mêmes, qui gardent espoir, quoi, et que leurs actes ne reflètent pas non plus complètement ce qu'elles sont, quoi. Moi, je me définis en tant qu'addict abstinent, mais ce n'est pas uniquement ce que je suis. On est plein d'autres choses que nos comportements ou que les substances qu'on prend, et qu'elle garde espoir parce que c'est possible de s'en sortir. Et après, la vie, en fait, elle est encore mieux que le pétrin dans lequel on a pu se mettre en consommant. Moi, en fait, je vois ça comme limite une bénédiction d'avoir un problème de consommation de drogue parce que j'aurais jamais fait ce progrès spirituel, relationnel, ces questionnements sur moi-même si j'avais pas eu ces problèmes-là. Et je serais peut-être foncièrement malheureux, alors que maintenant, pas que je suis quelqu'un d'heureux, mais en tout cas, je me sens bien, quoi. Il y a des personnes sous l'effet du produit vont peut-être être plus violents, mais sinon la source est exactement la même, c'est la frustration, c'est l'ego qui est frustré que les choses ne se passent pas de la manière dont on voudrait qu'elles se passent et que ça met la personne dans un inconfort. On entend souvent, oui, lui il s'est battu, ben ouais, parce qu'il avait bu, quoi. Ouais, tu le connais, quand il a bu, il est comme ça. Non, 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 non. Moi, je suis... l'alcool ou la drogue permet d'enclencher quelque chose qui est là et ça désinhibe. Et donc, en fait, moi, je suis gaga quand je suis sous alcool, parce que peut-être que je suis quelqu'un de gaga, d'affectueux et que j'arrive pas à le montrer de par mon éducation. Mais comme je disais, je peux être un manipulateur aussi. Et sous alcool, je pouvais y aller très fort, quoi. Quand tu es en manque, ça peut être encore plus fort que sous l'effet de... C'est là où ça pourrait être le plus fort ou le plus violent, quoi. Parce qu'en fait, quand on est en manque, comme la drogue, il faut savoir que chez un dépendant, ça prend toute la place dans la tête. Il faut s'imaginer ça. Quand on n'est pas dépendant, c'est dur à imaginer parce qu'on dit souvent c'est une question de volonté. La volonté, c'est des conneries, quoi. Ça prend toute la place. Et donc quand on est en manque, un toxicomane en manque et qui a une nature violente, il faut fuir, quoi, clairement, quoi. Je pense que du jour où j'aurais levé, je pense, la main une seule fois sur elle, je ne parle pas d'elle en tant que ma femme. Le fait qu'elle soit restée, c'est que je ne me sois pas montré violent, je pense, sincèrement. J'ai pu peut-être crier par moments, mais c'était mon désarroi. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai peut-être dit « va te faire voir » quoi, ou « fous-moi la paix ». Mais je ne l'ai jamais insulté. Et je n'ai jamais été violent physiquement. Elle dit je ne vais pas mettre à la poubelle 20 ans qui se sont bien passés pour quelques mois qui ont été plus compliqués. Parce qu'en fait, même si j'ai toujours été un gros festif, même si ma consommation d'alcool a toujours été, très tôt, même depuis ma vingtaine, était
problématique. Les conséquences n'étaient pas énormes. On dit toujours que c'est une maladie évolutive. Moi, elle a évolué très lentement. Ce ne sont que les derniers mois, et encore sur les derniers mois, il y a eu 3 cures de 3 semaines en hôpital. Ce sont vraiment que les derniers 8 mois, on va dire, qui ont été compliqués. Et donc, notre relation était suffisamment forte. Je pense qu'elle m'aimait suffisamment pour savoir que c'était la dépendance au produit qui parlait. Avec le dialogue, on passe à travers tout. Et je crois franchement que maintenant qu'on est à travers tout ce qu'on est passé, punaise, on est invincible, quoi. C'est pas pour ça qu'il faut aller retester. J'ai tendance à tester. Je l'ai refait fin d'année passée. C'est pas pour ça qu'il faut aller retester. Maintenant, je crois que c'est bon, j'ai mon compte, quoi. Je vais plus tester, non. Les limites, quoi. Chez beaucoup de dépendants, il y a cette histoire de combler un vide, trouver sa place, j'en parlais, trouver sa place, combler un vide, avec l'amour que peuvent nous donner les autres. Et donc, je pourrais très bien essayer de vous manipuler en vous disant les choses que vous avez envie d'entendre, qui vous plaisent, et que je vois, parce que pendant que je parle, tu réagis. Et donc, ça pourrait alimenter ça, et je pourrais exactement dire ceci. C'est pour ça que j'ai écouté aucun épisode de podcast avant d'enregistrer. C'est pour justement pas aller là-dedans, parce que je me connais très bien. Et que j'aurais voulu aller dans ce que tu avais envie de... Non, pas ce que tu avais envie d'entendre, dans ce que je pense que tu as envie d'entendre, pour nourrir ce côté-là chez moi, combler ce vide, parce que ça... Et que je comble avec de la drogue, parce que c'est un vide, si je l'alimente pas, il reste là vide et c'est pas grave. Mais une fois que je commence à l'alimenter, ce sera sans fin. Moi, j'ai longtemps porté un masque. J'ai cru, ou j'ai vécu ça comme si mes parents me demandaient de porter un masque, d'avoir tel comportement, d'adopter telle posture. J'ai porté plein de masques dans ma vie. Mes potes, ils me disaient, quand on allait en festival, moi, je pouvais causer avec n'importe qui. J'avais un côté caméléon sous produit. J'ai vraiment beaucoup, j'en ai joué aussi de ça. J'ai beaucoup adoré ça. Maintenant, j'essaie d'être dans l'authenticité, quoi. Je suis conscient de mes comportements. Et je sais que je pourrais vouloir plaire. Parce que j'aime bien que les gens m'aiment bien, quoi. J'essaye juste maintenant, donc c'est du conditionnement que je fais pour essayer d'être dans l'authenticité. C'est fou, hein, mais de me dire, n'active pas tes comportements, tes déficiences qui vont faire que tu seras pas vrai et que tu vas mettre un masque. Parce que je l'ai beaucoup fait, j'ai fait du théâtre, j'ai travaillé 12 ans en contact clientèle, je montais sur scène en fait, le contact clientèle où je rendais service aux gens, c'était dans le non marchand, où je jouais, les gens m'adoraient, quoi, mais je jouais un rôle même si j'étais moi, et ça je l'ai trop fait en fait, parce que c'était lié à mon scénario relationnel, à ma manière habituelle d'être en relation avec les autres, et l'alcool y était greffé, quoi. Et donc maintenant, si les gens me trouvent calme, insipide ou coquesse ou c'est pas grave, je mets plus, pas que je mets plus, mais j'essaie de plus en mettre, quoi. Je pense que j'ai pas essayé de vous manipuler parce que j'ai pas voulu remplir mon vide et vous plaire, et j'ai pas je pense avoir été moi, tout simplement, quoi.